Mais en 2004, Eric a commencé à sentir bon, quelques difficultés de santé et il a consulté des médecins au Cameroun et on lui a conseillé d'aller se faire traiter en France à une clinique qui est à Lyon. Et là, il a quand même obtenu une rémission du mal et tout le monde, il avait repris toute sa vigueur et toutes ses forces et sa capacité de recherche. Nous connaissons le père Éric de Rosny et nous apprécions tous ses travaux d'ethnologie, en même temps que ses qualités humaines dont on vient de parler d'ailleurs, son accueil chaleureux, son humour et sa très grande disponibilité vis-à-vis de tous ceux et de toutes celles qui l'approchèrent. Je voudrais simplement ce soir apporter mon témoignage sur un aspect de sa vie que peut-être le grand public connaît moins. Éric de Rosny était un religieux jésuite. Il a été plusieurs fois supérieur dans la Compagnie de Jésus et plus particulièrement pendant 6 ans provincial de la province de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, c'est un grand ensemble de pays africains, l'AOF, autrefois, qui comprend 13 pays. Le Sénégal, la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Niger, le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine, le Gabon et le Congo. Des pays très différents les uns des autres. Les uns sont des pays côtiers, donc ils ont reçu assez vite une influence extérieure par le commerce, par la culture. Puis d'autres pays comme par exemple le Tchad, le Niger, la Centrafrique sont des pays enclavés. Le Tchad est en particulier à 1000 km de la mer, du Douala. Nous sommes dans cette province de l'Afrique de l'Ouest 210 jésuites. Des jésuites pour la plupart africains, mais il y a aussi des Européens et des Sud-Américains. Et actuellement, il y a 19 jeunes africains de ces différents pays qui sont entrés au noviciat. Alors le père Éric de Rosny a eu à diriger et à animer la Compagnie de Jésus dans cet immense territoire. Les personnes et les œuvres. Des personnes très variées, car les nationalités, les langues vernaculaires, les traditions locales sont très variées. Je crois que, si je ne me trompe pas, au Cameroun, il doit y avoir à peu près 200 langues. Et il y en a 120 au Tchad. Quant aux œuvres que nous entreprenons dans les grands centres urbains ou dans les villages perdus en brousse ou dans le désert, elles sont aussi très diversifiées. Des paroisses urbaines ou en brousse, des œuvres intellectuelles, des œuvres de développement économique, des lycées comme le lycée Liberman, des centres pour les étudiants, des universités comme à Yaoundé, des centres de formation des cadres nationaux comme l'INATES, le CEFOD au Tchad. Alors, en tant que provincial, Éric devait chaque année voyager d'un pays à un autre, sauter d'un avion à un autre, fait parcourir des milliers de kilomètres dans la brousse ou dans le désert, rencontrer les uns et les autres, les jésuites bien sûr, mais aussi leurs collaborateurs et diverses personnalités. Il lui fallait réfléchir sur les nombreuses œuvres des jésuites, discerner pour voir quelle nouvelle orientation prendre, suivre l'évolution de notre monde
et ce qui serait bon pour les régions et les pays où nous étions appelés à servir. Avoir aussi le courage de s'affronter à des responsables pour défendre la justice, les droits de l'homme. Aussi le courage pour supprimer telle ou telle œuvre qui ne semble plus convenir à la situation. Alors vous imaginez la somme de travail que cela nécessitait, la fatigue physique et intellectuelle qui en résultait. Tout cela, Éric l'a assumé, en plus de ses travaux ethnologiques, avec beaucoup d'ouverture d'esprit, et d'intelligence, restant toujours présent d'une manière profondément personnelle, aux personnes qu'il avait devant lui, nous regardant avec ses yeux et son regard scrutateur et bienveillant, toujours prêt à comprendre. On peut se demander comment Éric faisait pour demeurer ainsi profondément présent aux personnes et aux événements. Je ne vois qu'une réponse. Éric était un homme intérieur, un croyant chrétien, rayonnant d'une foi qu'il avait héritée de sa famille et développée par sa formation religieuse au sein de la Compagnie de Jésus. Qui dit foi, dit homme de prière. Croyant chrétien, c'est dans la prière communautaire ou personnelle, et particulièrement l'Eucharistie, que Éric puisait les inspirations et la force qui faisait de sa vie une éternelle offrande à Dieu et à ses frères. Pour terminer, et sous forme de conclusion, je ne peux m'empêcher de vous partager cette belle prière qu'Éric récitait régulièrement et qui résume le fond de sa vie. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends, tout est à toi, dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi ta grâce, à elle seule me suffit. La première fois qu'on s'est vu, c'est au centre spirituel de rencontre à Bonamoussani. Et petit à petit, des rencontres se sont nouées, une amitié s'est liée et on a, je crois, beaucoup partagé, donc non seulement sur la tradition de Douala, mais aussi sur différentes choses de la vie. Et voilà, et donc ça conduit aussi à ce petit fascicule qui a été publié donc chez Vie chrétienne, donc dans la revue, une des revues des Jésuites, qui s'intitule Quand l'œil écoute, et qui est un peu ce dialogue. Alors à l'origine c'était un dialogue, et finalement il y a surtout mes questions et ses réponses qui ont été publiées. Donc là, pour aujourd'hui, c'était l'aspect de Éric de Rosny en tant que chercheur. Et c'est vrai que pour moi, l'aspect chercheur n'est pas du tout dissociable des autres aspects de sa vie. Et c'est vrai que là, il y a l'aspect Douala. Je crois qu'il y a deux autres aspects qui sont vraiment indissociables de sa vie de chercheur et de sa reconnaissance en tant que chercheur. C'est aussi sa famille d'origine. Éric parlait beaucoup quand on était ensemble de sa famille et de la cocherie, de son enfance. Donc la cocherie qui est la demeure familiale à Boulogne-sur-Mer, et aussi donc de sa vie à Paris, comme il vivait plus à Paris. Donc c'est vraiment un aspect très très important, et notamment je pense l'aspect
qu'il a gardé pour tout le reste, c'est l'aspect de transmission. Pour lui, je crois que sa famille incarnait cette idée de transmission. Il y a un deuxième aspect, bien évidemment, les jésuites. Et je crois que vraiment ça, on ne peut pas lire aussi bien Les yeux de ma chèvre que les autres ouvrages qu'on suivi, celui qui l'ont précédé, mais j'ai connu Éric par Les yeux de ma chèvre, en fait, sans s'imprégner, je dirais, de ce regard, j'allais dire, de jésuite, et Dieu sait que justement le terme de regard est très important. Et après, quand on a eu ce dialogue pour publier Quand l'œil écoute, il m'a fait lire en fait Saint Ignace pour comprendre aussi beaucoup de choses. Et je crois que j'ai vraiment compris quelques petites choses justement dans son ouvrage. Et cet aspect, alors, jésuite, et vraiment, il est très jésuite pour plusieurs aspects. Le premier aspect, effectivement, c'est la compagnie, parce que je crois qu'il a toujours vraiment fait très très attention pour pas, non seulement ne pas être en dehors de la compagnie, mais pour ne pas paraître, être en porte-à-faux avec non seulement les évangiles, non seulement l'Église, mais aussi avec la compagnie. C'est vraiment, c'était très très important pour lui. Et aussi par son regard. Et c'est vrai qu'il le dit dans Les yeux de ma chèvre, il fait un lien vraiment entre la double vue et aussi les exercices spirituels et donc la vue imaginative. Donc, et petit à petit, on a vraiment développé dans les discussions cet aspect-là. Pour lui, c'était vraiment très proche entre voir les mystères de la vie du Christ et de voir justement par la double vue d'avoir la vue justement des douala. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de primordial. Et du coup, il se posait beaucoup de questions là-dessus, parce que ce qui fait vraiment avant tout d'Éric un chercheur, mais vraiment un chercheur qui a été reconnu par la communauté scientifique, c'est cette honnêteté dans le regard. Alors, il y a tout son aspect, je dirais, son apport, je dirais, ethnographique par les descriptions. Mais finalement, quand on lit tous ces livres, dans la tradition douala, il y a, j'allais dire, peu de choses. Comparativement, je dirais, à d'autres aspects, il n'y a pas tellement des descriptions précises des cérémonies, des différentes choses, etc. Ce n'est pas un travail ethnographique où il y a une prise de notes très précise de tout ce qui se passe. C'est pas là-dessus, je dirais, où il a le plus insisté. En revanche, pour les plantes, et là il y tenait vraiment, là il tenait à ce travail très très précis, très méticulé de description. Ce qui fait, je crois, vraiment encore plus la valeur de ces livres, c'est cette honnêteté, c'est-à-dire qu'il se posait des questions en tant qu'acteur dans la scène qu'il étudiait. Et donc, il étudiait aussi son regard. Et il s'est posé, par exemple, des questions quand il a écrit Les yeux de ma chèvre. Après, donc, quand il a été initié, quand il écrit Les yeux de ma chèvre, il venait de lire René Girard, La violence et le sacré. Et il se demandait s'il n'a pas été influencé aussi, en partie, lorsqu'il disait qu'il voyait des flashs, des scènes très violentes, par justement ces lectures, La violence et le sacré de René Girard. Il n'avait pas de réponse, mais ce qui était vraiment intéressant, c'est que chaque fois, il était en interrogation, non seulement sur ce qu'il observait, mais sur la façon dont il observait les choses. Et il était en interrogation par rapport à lui-même. Et quand vous dites, quand c'est intitulé « Au-delà », le documentaire, excusez-moi, le nom exact, Au-delà des frontières, ou le refus des frontières. Et c'est vraiment très très important comme titre, je crois qu'il est vraiment très très bien trouvé. C'est-à-dire que Éric n'allait pas dans un autre monde, n'allait pas dans une autre société, non. Il était dans toutes ces sociétés, il était à la fois jésuite, il était à la fois donc Éric de Rosny, par la famille de Rosny, mais aussi douala. Donc c'est vraiment cette interpénétration entre ces différents mondes, et il regardait l'un avec le regard de l'autre. Et c'est vraiment ça qui fait cette richesse de ces livres et de ces récits,
parce que ces livres, c'est vrai que c'est toujours sous forme de récit, et y compris ce besoin qu'il a eu les dernières années d'écrire aussi ces livres sur des scènes de vie qu'il a fait, et notamment lorsqu'il était au Liban, en Algérie, etc. Donc il racontait beaucoup, et c'est vrai que ce sont des scènes extraordinaires. Je conseille aussi cette lecture. Ça a été publié chez l'Harmattan. Et voilà, et c'est vraiment ça en tant que chercheur. On ne peut pas dire, bah voilà, Éric de Rosny, c'est un chercheur, il a porté à la communauté scientifique tel aspect, je ne sais pas, telle description de tel objet d'étude, etc. Non. Alors, il y a ça, bien évidemment, mais surtout, il y a ce regard, cette interrogation lui-même en tant qu'acteur et en tant que chercheur, en tant que personne qui regarde. Et vraiment, le sens qu'il a plus étudié, bien évidemment, c'est la vision. Et alors, aussi bien par son implantation, son ancrage, son enracinement dans la communauté jésuite, avec les exercices spirituels qui reposent sur la vision, et aussi, bien évidemment, sur le monde Douala. Donc, c'est vraiment cet aspect-là de chercheur qui, je crois, est le plus marquant et qui est très formateur après pour tout chercheur qui s'imprègne, donc qui va qui voyage, qui va au-delà des frontières et qui finalement, il nous apprend peut-être à refuser un peu plus ces frontières. Nous étions un documentaire, on est 5, 6 dans l'équipe, hein, pas plus. C'est léger, en principe. Mais là, nous avions une coproduction avec Yaoundé, et ils avaient demandé que nous soyons doublés, qu'une équipe camerounaise vienne doubler notre équipe. Et bien sûr, j'ai accepté, mais nous étions 12. Alors ça, c'est très lourd, très lourd. Et un film, il y a un seul chef, c'est le réalisateur ou la réalisatrice, en l'occurrence, c'est comme ça. Et Éric, il avait l'habitude de décider. Comme vous avez entendu, il a été provincial, et puis enfin, c'est... Bon, ils ont l'habitude, ce sont des gens d'action dans le monde, et donc il a l'habitude de décider. Et alors, par exemple, je donne simplement un exemple, il lui fallait beaucoup d'humour, parce qu'il disait, bon, demain matin, on a ça à faire, on part à 6 heures, tout le monde, et à ce moment-là, toutes les têtes de l'équipe se retournaient vers moi, en demandant, l'air de dire, et alors on part à quelle heure? Voilà, donc je disais on part à 6 heures. Mais tout ça pour vous dire, c'était un climat tout à fait extraordinaire. Cette équipe double, c'était formidable, hein, parce qu'ils ont, de part et d'autre, ils faisaient un gros effort, hein, c'était pas évident, mais c'était excessivement vivant. Et je crois que le mot vivant, c'est le mot qui caractérise Éric. Comment faisait-il pour être si présent? Eh bien, il était excessivement vivant. Et il faut bien voir, il avait 20 ans en 50, c'était un homme de son temps. C'est-à-dire un homme d'image, pas seulement d'image intérieure, un homme d'image. C'était un homme, dans les années 50, l'ethnologie était... commencé le début de sa fin, si je puis dire. Et donc, il avait envie de collectionner des choses, que l'on puisse filmer, des choses qui allaient disparaître. Parce que nous avons filmé en 93 plusieurs cérémoniales il y en a au moins 2, dont celui de Mifundi, qui a disparu. C'était d'un archaïsme et d'une beauté saisissante, mais ça, on ne le reverra plus, du tout. Donc c'est cette partie de l'ethnologie du constat, c'est-à-dire on met en boîte, on essaye de... ça, on ne le verra plus. Il faut bien dire qu'en plus, tous les protagonistes africains de l'émission sont morts. Donc déjà, ça ne se fera plus de la même façon. Hein. Même si ça, c'est des choses se perpétuent, ça ne finit pas comme ça tout d'un coup. Donc il y avait ce souci de mettre en boîte, hein, de bien un témoignage. Bon. Et puis, comme c'était un homme moderne, et un homme de pointe, c'est-à-dire
le marginal de pointe, là, celui qui tout seul tire. Cette grande aventure qu'il a vécue de l'initiation, qui est une aventure bien sûr spirituelle pour un jésuite, et une aventure qu'il a pu se permettre parce qu'il était jésuite, je pense, et que le fait d'être ancré dans